Bonsoir tout le monde. Bonsoir, je vois les gens du serveur aussi, quel énorme plaisir. Les amis, on n'est pas tout seul ce soir, car j'ai un invité absolument incroyable. Le grand roulement de tambour pour le seul et l'unique. Je temporise parce que je suis en train d'essayer de changer ma scène mais ça marche pas. Voici Yori. Voici Yori Sama en fait. Pourquoi est-ce que tu es dans ce live? C'est parce que le nouvel enfer dont tu as fait l'expérience récemment, c'est les commentaires de la vidéo sur les pires erreurs de Yu-Gi-Oh! Tu t'es amusé à répondre aux gens qui parlaient de leurs erreurs. Et du coup, je me suis dit, tiens, on pourrait juste voir ça en live et un petit peu voir qu'est-ce que tu as répondu, quoi, genre. Alors évidemment, je précise, hein, on est évidemment pas là pour se moquer. Loin de là, justement. C'est pas du tout mon angle d'attaque sur ce genre de choses. Il y a des trucs qui évidemment sont un peu drôles. Il y a un commentaire qui m'a fait beaucoup rire et si cette personne-là, je la salue. Une personne qui en gros a sorti c'est nul parce que telle carte, elle marche IRL, mais ça bug sur Master Duel. El famoso. El famoso. El famoso. Bien sûr. Ça ne bug pas dans la réalité, mais ça bug IRL. Tu sais que c'est un vrai souci et ça bug sur le jeu. Que j'ai avec certains de mes potes plus casual. Ça m'a beaucoup fait rire. Parce que quand on joue du coup sur des simulateurs automatiques, ils font un truc qui marche pas et ils sont non mais c'est le jeu qui bug. Ouais, alors, d'expérience, hein, vraiment d'expérience. 99% du temps, et je déconne pas, j'ai vraiment fait des stats à un moment, c'est pas un bug. C'est toi. Il faut être diplomate pour leur expliquer. C'est pas un bug. C'est toi qui es nul actuellement. Mais force, non, mais c'est pas pas toi qui es nul. C'est les gens qui connaissent pas un ruling et du coup ils disent ouais mais je comprends pas parce que ça devrait faire ça et en fait ça fait pas ça. Est-ce que tu veux te présenter un peu Yori pour les gens qui ne te connaîtraient pas peut-être? Donc moi je suis Yori Sama, ça s'écrit J-O-E-R-I, voilà comme ça c'est fait mais ça se prononce Yuri s'il vous plaît. Donc en fait moi je suis un youtubeur, un Yu-Gi-Tuber de la vieille époque et je suis aussi judge. Et en fait je suis un petit peu on va dire le monsieur ruling de la communauté, donc le monsieur règle du jeu que vous retrouvez sur pas mal de Discord, de groupe Facebook, j'ai mon propre X/Twitter, enfin tu vois. Et en fait, j'avais donc une chaîne YouTube qui existe toujours, avec plein de vidéos comme ça sur les règles, sur plein de différents points. D'ailleurs, si jamais vous avez besoin de vous remettre un petit peu à niveau, j'ai fait une playlist spécifique avec mes vidéos les plus importantes, qui s'appelle Les Essentiels. Voilà. En fait, c'est moi qui gère le site Yu-Gi News. Carrément, tout à fait. Qui traduit toutes les nouvelles cartes. Si vous voulez voir les news en français, c'est ça, Yu-Gi News. Vous arrivez sur Yu-Gi News carrément juste ici, et vous avez plein de news en fait, c'est ça. Et donc moi généralement je m'en occupe pour regarder un petit peu les nouvelles cartes qui vont arriver. Tu cliques là-dessus, tu te dis waouh, nouvelle carte en français quoi, genre traduit. Aussi c'est que on te croise aussi pas mal sur Discord. Tu as à peu près rejoint tous les Discords de communauté de Yu-Gi-Oh, je pense. Je crois. C'est une dinguerie. Qu'est-ce que tu apprends en regardant ces différents Discords par exemple? Bah, en fait sur les Discords, vu que moi je suis là depuis très longtemps et que je suis relativement touche à tout, j'ai joué un petit peu semi-compétitif on va dire. Et je m'y remets un petit peu là récemment. Je connais beaucoup en fait de trivia, d'anecdotes autour du jeu. J'ai vu tous les animés, j'ai pas vu la série de la Toei, mais faut que je le fasse. C'est comme les mangas, faut que je les rattrape. J'en ai pas lu beaucoup. Vu que les discussions tournent beaucoup, évidemment, on tourne autour de l'actualité. Et l'actualité, c'est quoi? C'est les news, c'est les sorties, c'est les prochaines sorties, c'est les annonces. Donc là-dessus, je suis capable de donner un petit peu des informations quant à quel moment du mois on va avoir les news, qu'est-ce qu'on aura a priori comme news. Et puis sinon, je suis toujours très actif dans tous les salons rolling, donc sur les règles du jeu, pour répondre à toutes les questions sur les mécaniques de jeu, sur tout ça. Il y a aussi d'ailleurs un groupe sur Facebook, puisque bon, oui, on fait partie des dernières communautés à utiliser encore Facebook malgré notre âge. Ouais. Et il y a un groupe que vous pourrez trouver qui s'appelle Yu-Gi-Oh! Questions et règles, sur lesquelles vous pouvez venir poser vos questions, et puis où il y a genre 5 ans d'archives de questions qui ont été posées. Donc, La question, c'est quoi les erreurs que tu vois le plus souvent revenir? Oula, ça a peut-être dépassé le stream. D'accord, ok, let's go. Non, en vrai, ça dépend un petit peu, mais je dirais que si je devais résumer le truc globalement, je pense qu'il y a un mélange un peu bizarre entre les gens qui surcomplexifient le jeu, c'est-à-dire qui posent des questions très souvent, c'est un truc vraiment extrêmement récurrent, c'est les gens qui posent une question parce qu'ils ont un doute, tu leur demandes pourquoi ils posent la question, et en fait ils savent pas. Tu as un exemple de ça ou pas par exemple, genre? Ça va être est-ce que telle interaction est possible? Et genre, la question, ça ressemble un peu à bonjour, est-ce que le ciel est bleu? Ok, ouais. En fait, ils doutent que le ciel est bleu parce qu'ils se disent Yu-Gi-Oh, ça se trouve, ça va me. Genre, il y a tellement des trucs cachés qu'en fait. Ah oui, je vois ce que tu veux. Ouais. Voilà. Et en fait, tu dis non, là pour le coup, faut pas trop te prendre la tête. Et évidemment, à l'inverse, et en réalité, c'est ce qu'il y a
le plus, je pense. Mais si je devais le formaliser, je pense que le problème de beaucoup de gens quand ils posent une question de ruling, c'est qu'ils viennent avec déjà une idée de la réponse. Ouais. Et en fait, ils n'ont pas vraiment testé leur réponse. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, ils ont une situation et ils pensent que ça se déroule de la façon A. Le problème, c'est qu'en fait, si tu décales cette solution dans un autre contexte, juste tu la testes un petit peu, tu te rends compte que tu tombes sur un gros paradoxe, tu tombes sur quelque chose qui marche pas en fait. Ça, c'est peut-être le plus gros souci, c'est le plus gros biais en fait que les gens ont, mais bon, ça c'est après le rôle de gens comme moi, parce qu'en réalité, il y en a pas mal qui sont actifs dans la communauté et qui font un petit peu la même chose que je fais, hein, c'est-à-dire qui répondent, qui aident les gens. Il y a quand même pas mal de gens qui font ça, c'est assez sympa de voir ça. Beaucoup évidemment sont arbitres dans la vraie vie. Ah bah tiens, on a une question dans le chat sur les les cartes liens avec les flèches là étaient de base avec un tapis en particulier, mais que les emplacements d'extra deck pour faire un U et tout n'existent plus. Alors les emplacements d'extra deck existent toujours. Oui, justement, le terrain n'a pas changé. Le terrain n'a pas changé depuis 2017. Ce qui a changé, c'est le surimportance, on pourrait dire, des flèches liens, puisqu'en fait, en 2017, quand ils ont introduit les monstres liens, ils ont dit: maintenant, si vous voulez prendre un monstre de l'extra deck pour le mettre sur le terrain, vous devez le mettre dans la zone extra ou dans une zone monstre main qui est pointée par un monstre lien. C'est un truc qui a été changé en 2020 où ils ont dit: on libère de ça les fusions synchro. Exact. Vous pouvez les mettre où vous voulez depuis l'extra deck, on s'en fout. Ça c'est plus que pour les liens et les pendules de l'extra deck. C'est un bon sujet de vidéo. On n'a pas jamais trop parlé encore de ce moment où tu étais un peu frustré parce que tu voulais jouer tes decks, mais tu devais obligatoirement jouer des liens et donc ça fait que tes combos ne fonctionnaient pas. Donc t'es un peu obligé de jouer des liens pour vraiment jouer le jeu, quoi. Au début, ça a été l'hécatombe parce que forcément les decks n'étaient pas du tout construits autour de ça et il y avait très peu de monstres liens. Et en fait, ils ont sorti assez vite des packs au Japon dont on a eu les contenus, on va dire, au compte-gouttes dans les années suivantes. Et vraiment, on a eu parmi les monstres liens les plus pété de l'histoire du jeu. On a vu, c'est tout ce qu'on a eu dans Duel Overload, nous, avec Alkivibrax notamment. Alors Duel Overload, c'est le pack qu'on a eu à la fin de l'ère lien, qui nous a rattrapé tout ce qui nous manquait du Link Pack 2 et tout du Link Pack 3. Et genre, il y a des monstres dedans qui ont mis, genre typiquement le lien Crystron, donc Alk, qui était sorti dans le Link Vines Pack 2, qui est un des monstres liens les plus puissants de l'histoire du jeu. Et en fait, il a mis 1 an et demi à arriver chez nous. Tu sens qu'ils ont fait non, tu restes. Voilà. Encore un petit peu, SVP, s'il vous plaît, merci bien. Et on l'a vu, putain, Oui, si vous avez des erreurs que vous faisiez dans Yu-Gi-Oh, mettez-les dans le chat aussi, on va rebondir dessus. À la base, c'était le concept de base de ce live, mais on part si vite on part si vite très loin. Ah bah tiens, je viens ceci étant de lire un truc dans ton chat qui me rappelle un commentaire qu'il y a eu, puisque tu as eu en fait plusieurs commentaires sur ce thème dans ta vidéo, donc on peut revenir sur le sujet si tu veux. Yes. Parce que tu commences ta vidéo sur un point qui est extrêmement clivant, qui a détruit des carrières, faut le dire, qui a détruit des rêves entiers. C'est le fait qu'on ne puisse pas ajouter l'œil de Timé avec le support magicien. C'est trop une dinguerie ça. Vraie histoire, je joue en Yu-Gi-Oh en casual Yu-Gi-Oh avec des amis et on dit dans notre format casual qu'on a le droit d'ajouter l'œil de Timé avec le bâton du magicien. Parce que comme ça le deck devient fonctionnel en fait. De toute façon cette heure est révolue puisqu'ils ont créé un nouvel œil de Timé qui est pas encore sorti chez nous mais qui est sorti en juin au Japon. Et lui pour le coup il mentionne bel et bien magicien sombre et magicienne de ténèbres les cartes. Donc du coup tu peux l'ajouter avec le support. C'est fait pour. C'est complètement fait pour. Mais et donc en fait ce qui est marrant c'est que tu as parlé de ça dans ta vidéo et en fait tu as eu des gens qui ont fait des laïus entiers. Ils ont écrit des thèses. Ils ont pris des heures pour écrire des trucs pour expliquer, mais non, parce qu'en fait, ça dit mentionne, et en fait, ça dit pas liste spécifiquement, ça dit pas mentionne la carte. Donc en fait, ça marche. Et en fait, tu vois les gens qui font vraiment, il y a une personne, alors je sais pas si tu arrives à la retrouver, qui a fait genre ça de texte. Et en fait, le problème, il est finalement assez con, c'est que les gens qui font ça, ils essayent d'imposer leur interprétation du terme, on va dire de l'expression mentionner une carte, en faisant une analyse simplement de ce que veut dire le mot en français. Là où le problème c'est qu'on joue un jeu qui est extrêmement codifié et en fait les termes et les expressions elles ont un sens spécifique.
c'est pas juste, bah ça veut dire ça en français. T'as des exemples de triche comme ça, ou genre des gens qui, comment dire, des trucs que t'as vu en ruling où c'est vachement, oh c'est un oubli de ma part, mais oh ça m'avantage quand même vachement de le faire. Parce qu'en réalité, la plupart du temps, les gens essayent pas de tricher, hein. Ils ont juste, ils savent pas en fait. Plus exactement, la plupart du temps, les gens, ils espèrent que c'est ce qui les arrange le plus. Ouais, je vois. Leur réponse un peu par défaut aux problèmes posés, c'est davantage ce qui les arrangerait bien que ce qui est le plus, des fois même que ce qui est le plus logique. Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, assez souvent, tu te dis oui, mais en fait, tu voudrais que ça fonctionne comme ça, mais si tu transposes ça dans une autre situation, tu te rends compte que ça ne marche pas, que ça pose d'énormes soucis. Ouais, bien sûr. Ça serait quoi, tu dirais, la carte qui pose le plus de problèmes de ruling? Alors, fut un temps, c'était pole position, si certains se souviennent bien des sûr. loops pole position sur dueling. Je montrais les loops pole position. Mais en vrai, la carte qui pose le plus de problèmes de ruling, bon, il y a toute la suite. Rivalry Gozen d'Arkenby, ça c'est très très bien. En fait, ça change un petit peu, on va dire, d'un format à l'autre, je pense. Et Floodgate, en manière générale, sont plutôt pas mal parce qu'il y a beaucoup de règles très sous-entendues. Je dirais que perte du marqué, effondrement magique, et après perte du marqué qui a pris le relais, c'est aussi un très très bon contender dans les questions qui sont posées ad vitam depuis la sortie de la carte. Là, j'ai le pole position si tu veux. Qu'est-ce qui se passe dans ce board state, en gros là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je me souviens plus du détail exact, mais je me souviens du principe de la loupe. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose. Pole position, je crois, rend un monstre non affecté par les effets de magie ou un truc comme ça. Le monstre avec le plus d'attaque n'est pas affecté par les effets de magie sur le terrain, en effet. Et du coup, il y a une magie d'équipement qui change les stats d'un monstre. Exact. Et il y a Purgatorio qui est donc une fusion invoquée qui gagne des points d'attaque selon le nombre de cartes sur le terrain adverse. Exact. Et en fait, le principe de cette boucle, c'était que si l'adversaire plaçait la moindre carte sur le terrain, ça faisait monter l'attaque de Purgatorio. Et du coup, le monstre qui était concerné par pole position n'était plus concerné, ce qui fait que donc il redevenait affecté par la magie, ce qui fait qu'il repassait. La magie lui faisait gagner des points d'attaque, donc il repassait en pole position. Et du coup, il était plus affecté, donc il repassait, etc., etc. C'était à peu près ça le délire. Je sais plus si c'est sur lui, mais en gros, c'est l'idée. C'est-à-dire que si tu places une carte sur le terrain, il y a des stats qui font tac 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 tac, et du coup, c'est une boucle infinie. Ouais. Et c'est d'ailleurs le truc, je crois que c'est vraiment la situation qui a obligé Konami à changer les règles sur les boucles infinies et à dire. S'il y a une boucle infinie comme ça, le judge il vient, il détermine la carte qui fait la boucle, elle est envoyée au cimetière, vous continuez la game. Et donc ce truc là n'est plus possible parce qu'en fait tu dis ok, je place une carte sur le terrain, judge, c'est quoi la carte qui cause la boucle infinie? Bah en général du coup c'est pole position. Bien sûr, ouais. Et donc on dit, le judge dirait bah dans ce cas pole position, va au cimetière et la partie continue. Sincèrement, j'appelle la police. C'est ça, j'appelle la police. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on a le format Genesis qui arrive bientôt. Avec aucune banlist. Non, tais-toi. D'accord. Je sais très bien de quelle carte tu vas parler. Oui. Alors, c'est une carte qui s'appelle Last Turn, c'est ça, ouais. Dernier tour. Je sais qu'il y a un Google Doc sur les rulings de Last Turn. Juste, imaginez un Google Doc entier juste pour expliquer une carte. Parce que le concept de Last Turn, dernier tour. Moi, ça semble très clair. Quel est le problème avec ça? Franchement, c'est un trou de lapin dans lequel je suis jamais rentré, donc je n'ai même pas grand chose à dire sur Last Turn parce que va falloir que je m'y mette du coup. Mais c'est une folie. Alors éventuellement, il y a peut-être des rulings sur le site GoToFormat. Si tu veux, je suis obligé de scroll plusieurs fois. J'ai scrollé au moins 10 fois avec ma molette pour passer juste les rulings de Last Turn. Regardez. Donc, c'est l'enfer. Où est-ce que je trouve les rulings de Last Turn? Attendez. Oh, individual ruling, Last Turn. Ouais, c'est ça, c'est là. LO. Voilà, et donc là, j'espère que vous connaissez ça par cœur les amis, parce que avec Genesis, ça va revenir. C'est de retour. On y est là quoi, genre. Est-ce que tu avais des commentaires sous la vidéo qui te revenaient? J'ai tout défilé, j'ai rien trouvé. J'en ai un qui est fun. Voici un tweet de Narix qui dit: annuler les effets d'un monstre sur le terrain jusqu'à la fin du tour et penser que tous ces effets sont annulés pour le tour, même s'il quitte le terrain. Et ça, j'avoue, c'est pas exactement clair pour moi pendant longtemps. Ah non, ça c'est clair. Mais ça, par contre, ça t'amène à comprendre une des mécaniques les plus importantes du jeu, qui est le principe d'une carte qui devient une autre copie à partir du moment où elle change d'endroit. Exact. C'est-à-dire la carte est sur le terrain, et la carte dans le cimetière, c'est pas la même carte. Exact. T'as déjà eu cette situation qui est horrible, j'ai l'impression. Moi, c'est la situation que je veux jamais me retrouver en tant que judge. Il y a des gens qui dans les commentaires expliquent, genre au hasard, j'active
Encre Veuve, mais en fait le monstre adverse avait déjà son effet annulé, et du coup je peux pas activer Encre Veuve, enfin, je peux pas résoudre Encre Veuve sur le monstre que je veux pour en prendre le contrôle, mais du coup je dois annuler ma propre Kagari avec mon Encre Veuve, quelque chose comme ça. Et du coup... Alors sauf que ça, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. D'accord, ok, intéressant. Parce qu'en fait, si tu actives un effet et qu'en fait tu payes mal le coût d'activation, ou que tu fais mal n'importe quelle action à l'activation comme le ciblage, donc typiquement, tu actives la carte, tu cibles un truc qu'il est illégal de cibler, on ne va pas te forcer à corriger l'activation pour qu'elle soit légale. Tu as fait une activation illégale, en gros tu as vraiment fini le processus d'activation, mais de façon illégale, donc c'est une activation illégale, donc on revient à avant l'activation illégale. Ce qui est un peu différent de si, techniquement, genre tu actives la carte, t'as pas encore ciblé, tu fais, et genre avant de cibler, tu fais ah mince, bah là t'as commencé à activer la carte, tu le fais, auto. Tu peux pas dire ah du coup je vais cibler illégalement ton truc, non parce que là ça veut dire que tu sais que t'es en train de tricher. Je vois ce que tu veux dire, ok. C'est un peu très subtil, donc ça veut dire que si c'est une vraie erreur et que tu cibles la carte de l'adversaire et qu'elle est inciblable, on dit on rewind le game state. Une activation illégale, tu ne la corriges jamais, tu rewind jusqu'au dernier moment où c'était légal. Ah ouais, intéressant. Jusqu'à la dernière action légale. Tiens, Oté, il a une bonne question. Si une activation illégale qui m'a montré le deck, ou genre la main, ou une activation privée, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Déjà, selon à qui c'est la faute, il y a déjà un ou plusieurs joueurs qui pourront se prendre un avertissement, mais au-delà de ça, on n'a pas encore le bidule de Men in Black, donc bah, peut pas te faire oublier. Yes. Est-ce que t'as d'autres erreurs là, de gens qui t'ont... Qu'est-ce que j'ai de rigolo qui ont été coupés au montage? Moi, c'est plus que du ruling. T'as déjà eu des fausses cartes? Déjà géré des problèmes avec des fausses cartes ou pas? C'est plus sur les gens qui retrouvent des cartes et qui disent, qui demandent est-ce que c'est des vraies cartes ou pas. Alors ça pareil, c'est le truc où en fait, c'est là où tu vois vraiment la différence entre les gens qui ont l'habitude de Yu-Gi-Oh! Parce que je pense que toi tu l'as vu beaucoup, c'est quand tu as un peu l'habitude de Yu-Gi-Oh! Même un tout petit peu, t'as un tout petit peu repris, les fausses cartes, tu les vois de façon absolument évidente. Tu te dis comment c'est possible qu'on puisse penser que ce n'est pas une fausse carte. Il faut bien s'entendre qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas vu une carte Yu-Gi-Oh! Depuis 15 ans, ils retrouvent des vieux trucs et ils demandent, tu vois. Du coup, oui, c'est un peu marrant parce que t'as beaucoup de gens qui viennent demander et tu vois la carte, tu fais no way. En plus, c'est très souvent, c'est la police d'écriture est pas la bonne, les termes employés sont pas les bons, genre très ostensiblement. C'est pas oh, il a dit tel verbe au lieu de tel verbe. C'est pas ça, c'est pas magicien le type, c'est faiseur de sorts, tu vois. C'est des trucs comme ça. C'est vrai. Donc, les couleurs délavées, les trucs comme ça. Le dragon blanc aux yeux verts, bien sûr, of course, c'est ça, oui. Moi, il y a un truc que j'aime bien aussi, qui était un petit peu revenu, qu'on n'a pas trop parlé parce que c'était trop compliqué. Voici, les amis, le ressource ruling FR de Yori, qui existe ici, et Nefou. Alors, il y a plein de tableaux pour vous donner envie d'avoir peur, en fait. Par exemple, moi ça j'adore montrer ça à un mec qui ne connaît pas Yu-Gi-Oh! Parce que il fuit, tout de suite il fuit quoi. Et mais encore c'est pas si dur. Alors que franchement ce truc là, tu arrives dessus et tu te dis mon dieu quelle horreur. En fait pour moi ce tableau, donc le tableau, ce schéma qui est le schéma du fast effect timing, nom extrêmement savant pour dire c'est les règles de priorité, c'est tout. C'est la façon dont on gère la priorité entre qui peut faire quoi, à quel moment durant une phase donnée d'un tour. Ce schéma, pour moi, c'est le tableau périodique de Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire que tu le découvres, tu te dis, mon Dieu, c'est quoi ce truc? Et quand tu le comprends, tu te dis non seulement que c'est en fait très simple, et que c'est extrêmement pratique et qu'il y a beaucoup d'informations dessus. Ce schéma, en fait, il faut vraiment, je vous le dis, si vous jouez à Yu-Gi-Oh! Ce schéma, vous devez le connaître absolument par cœur, parce qu'en fait, ça doit devenir votre instinct. Ça doit devenir le truc que vous maîtrisez. Je sais pas l'expliquer case par case, mais je sais que je le connais dans l'instinct. Je sais que dans ma tête, il existe quoi, genre ce tableau. Le truc qui casse tout le monde, par contre, même moi, je sais que je suis pas encore, je l'ai pas en tête entièrement, c'est celui-là. Par exemple, si un monstre est retourné face verso avec Book of Moon, si un monstre est banni jusqu'à la fin du tour, qu'est-ce qui se souvient et qu'est-ce qui se reset? Mais ouais, globalement, c'est quand tu commences à rentrer vraiment, tu creuses dans le jeu. Bien sûr, quoi. Parce qu'effectivement, quand tu passes une carte face verso ou quand tu la bannis temporairement, c'est-à-dire ouais, elle est bannie, mais un truc qui dit bah à un moment elle va revenir et c'est pas genre je la bannis définitivement et plus tard je réactive un effet qui va la respect. C'est vraiment un truc qui dit ban jusqu'à la une phase comme SP. Il y a un truc qui est un rigolo, c'est que si tu dis
Si cette carte invoquait de l'extra deck, machin, et son effet, et que du coup tu la flippes ou que tu la bannis, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est ça, c'est genre, tant que tu contrôles cette carte invoquée par synchro, elle n'est pas affectée par les effets. Yes. Par exemple. Exact. Et ben du coup tu suis ce schéma-là et ce tableau-là et tu te dis bah ok ma carte elle a été passée face verso, je sais pas genre elle est pas affectée par les effets de monstre, tu la Book of Moon tu vois, elle est passée face verso, je le retourne face recto plus tard. Est-ce que c'est toujours considéré comme une carte qui a été invoquée par synchro? Il y a énormément de nuances qui sont donc décrites par ce schéma-là. Quelles sont les informations qui sont perdues ou non? Il y a vraiment des trucs, c'est d'une subtilité. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous demandait comment on sait quel effet ne démarre pas de chaîne. Alors ça, c'est pareil, c'est le truc qui, j'avoue, perso, me rend des fois un peu chèvre. Parce qu'il y a des gens, tu leur expliques 10 fois et ça ne rentre pas. Donc je vais vous le dire là maintenant, parce qu'il y a vraiment un truc, il faut que vous l'appreniez, parce que c'est extrêmement simple. Et c'est un truc que vous devez littéralement utiliser sur toutes les phrases de toutes les cartes que vous lisez dans votre vie. C'est le principe de la ponctuation. Il y a 2 signes de ponctuation qui ont un sens spécifique dans les textes, qui sont 2 points et point virgule, qui vont en fait servir à délimiter conditions d'activation. Tout ce qui est la condition d'activation de quelque chose, ce sera toujours suivi par 2 points. Ça a fini le segment, quoi. Et tout ce qui est des actions qui sont faites à l'activation de l'effet, là, typiquement, tu l'as. Toutes les actions qui doivent être réalisées à l'activation de l'effet sont forcément avant un point virgule. Voilà, ça sert de trucs qui segmentent la phrase. Dans l'ordre, condition d'activation, coup, effet. C'est pas que les coups, c'est ça la nuance. Mais bon, on va dire, c'est prérequis, c'est action à faire à l'activation. C'est un terme un peu pompeux, mais malheureusement, la nuance a vraiment une importance. Bien sûr. Et pas que sur des cartes niches, des fois. Ils se sont débrouillés pour que tout effet qui s'active ait au moins un des deux. Ça veut donc dire que par extension, en fait, si un effet s'active, il a forcément au moins l'une des 2 ponctuations quelque part. Et donc, basiquement, s'il y a ni point virgule, ni 2 points dans la phrase, ça n'est pas un effet qui s'active. Mais voilà, ils se débrouillent toujours pour avoir ça, et la ponctuation, c'est vraiment un énorme cheat code. Mais j'ai fait effectivement là-dessus, vous trouverez sur la chaîne, dans les Express Ruling, qui sont en fait une série de vidéos que j'ai faites, qui vont parler des sujets les plus importants du jeu. Et si vous voulez mater, vraiment, enfin, les sujets de base, quoi, vraiment les trucs de règles, les points de règles, il faut absolument que vous les connaissiez pour jouer bien, quoi, pour vraiment vous en sortir. Et c'est des vidéos du coup assez courtes. Ouais. Ça demande effectivement de comprendre comment ça. Mais c'est une langue Yu-Gi-Oh! C'est ça qui est intéressant en fait, c'est que genre. C'est ça. C'est exactement ça. Ça finit par devenir naturel à regarder parce que tu lis la carte. Ah oui, c'est ça, c'est comme une ligne de code d'ordinateur. Quand tu sais pas lire le Python, bah tu comprends pas le code. Quand tu sais pas lire une carte Yu-Gi-Oh, tu comprends pas la carte, quoi. Et c'est peut-être le piège finalement des cartes Yu-Gi-Oh, c'est que en fait ce sont des textes qui sont très codés, mais le code n'est pas apparent parce que t'as pas genre des bouts de phrases qui sont juste remplis de mots-clés qui en fait ne veulent rien dire. Et du coup tu comprends que c'est un langage codé. Yu-Gi-Oh, malheureusement, c'est un peu trop verbeux. Et en même temps, c'est trop verbeux pour que tu comprennes d'office qu'en fait c'est un langage codé. C'est ça, ouais. En fait, du coup, c'est pas mal que ce soit verbeux parce que, genre, des fois c'était en mode bon, au moins j'ai une phrase qui est écrite, genre, dans. Moi, je me rappelle avec Vanguard, les 6 types de. Genre, je sais plus quoi, t'as 2, 3, 4 types de ressources différents avec des codes couleurs. Et tu ne sais pas ce que ça veut dire, et t'es en mode je sais pas ce que c'est, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas à quoi ça sert. Et t'es vraiment perdu dans Vanguard, je trouve. Alors au moins dans Yu-Gi-Oh, tu peux le lire un peu comme un livre. T'es en mode ok, bon, je comprends pas tout, mais je comprends le concept, quoi, je pense, ouais. Ceci étant, il y a des choses qui sont même dans le guide de débutant. Typiquement, la ponctuation, c'est expliqué de manière assez rapide, mais c'est dans le guide de débutant. C'est vrai, c'est vrai. Ce qui montre bien que les gens, de toute façon, ne les relisent pas. Donc je comprends qu'ils ne les mettent pas à jour, parce que de toute façon, les gens ne les reliraient pas de toute manière.